Drive Back. Drive Back. Avec Claudine. Il est tout juste 20h10 sur Martinique, la première. On vous souhaite une très très belle soirée. Nous sommes... c'est aujourd'hui lundi. Je me suis trompée dans les jours. Je pensais pas qu'on était en début de semaine. Oui, c'est exactement ça. Lundi 13 septembre, et nous poursuivons nos émissions, nos rendez-vous avec nos différents intervenants, experts, professionnels, qui vous apportent, c'est vrai, des informations. Nous faisons un certain nombre d'émissions le soir, donc dans Drive Back, qui permet, d'apprendre à mieux se connaître, à cerner aussi vos problématiques et à mettre en place un certain nombre de solutions, si nécessaire, pour aller mieux. Steve Taïlamé, bonsoir. Vous êtes thérapeute holistique, agrégé en philosophie et en lettres. Le corps et l'esprit, c'est le second volet consacré à cette thématique. Il était essentiel pour vous de démontrer dès la première émission qu'il était nécessaire d'avoir une meilleure connexion entre ces deux entités majeures, le corps et l'esprit. Vous allez faire tout à l'heure un rapide résumé de ce qu'on avait déjà dit lors de la première émission. Comment les garder alignés? Que se passe-t-il quand ils ne le sont pas? Que propose le thérapeute pour les maintenir en bonne vibration? On verra tout ça avec vous ce soir, donc jusqu'à 21h. Bonsoir Steve. Bonsoir à tous. Bonsoir Claudine. Merci d'être avec nous ce soir. Vous avez passé un bon week-end? Oui, excellent. Très bon week-end, oui. Des week-ends qui se ressemblent depuis quelque temps. Situation. Oui, c'est vrai. Avec la Covid. Mais l'attitude intérieure compte beaucoup. Ah. On va en parler, je pense. C'est ça. On va revenir dessus. Oui. C'est très important pour rester un peu loin du tumulte. Oui, de maintenir un certain équilibre malgré la situation. C'est vrai que on est quand même bien impliqué, mais c'est un choix intérieur aussi, comme pour tout. De comment on choisit de vivre les situations. Bon, ça a l'air d'être des mots déconnectés, mais c'est pourtant une certaine réalité. C'est pour ça aussi qu'on fait cette émission sur le corps et l'esprit. Il y a moyen de comprendre comment ça fonctionne, quelle importance qu'on doit leur donner pour être centré, pour être bien dans sa tête et dans son corps, pour ne pas reprendre encore ces deux mots. Est-ce qu'on peut revenir rapidement? La dernière fois, on avait défini ce qui était le corps, ce qui était l'esprit. On était revenu aussi sur le mental, tous ces mots que l'on entend, mais la définition quelquefois est floue, pas bien connu, et ça mérite des fois des précisions. Alors, c'est vrai que ça a pris beaucoup de temps la dernière fois. Je vais essayer de faire un bref résumé. J'avais présenté globalement comment on associait donc ces deux entités qui nous constituent de façon dissociée. Il y a beaucoup de philosophes, notamment Platon, et toute une tradition qui a opposé donc la dimension spirituelle de l'être à sa dimension physique. J'avais cité Spinoza, que j'ai choisi de garder comme chantre de ce qu'on appelle le monisme, c'est-à-dire l'unité des deux, le corps et l'esprit. Et puis j'avais aussi fait ressortir que on confond l'esprit, la dimension, donc la pensée, l'esprit, avec le mental, qui est la faculté intellectuelle, tandis que l'esprit, on est dans une dimension beaucoup plus ouverte. Et j'avais donné comme exemple que des gens qui méditent, par exemple, méditation pleine conscience, sophrologie, etc. Justement, l'idée, c'est justement de se détacher du mental pour se connecter à une autre dimension du psychisme que on pourrait appeler l'esprit, l'âme, et c'est là qu'on peut avoir des pensées, des fulgurances qui ne relèvent pas du mental, de la raison. Voilà. Et on avait aussi abordé cette idée que le corps avait été conçu tout à fait naturellement comme un espace matériel, en fait l'étendue, la matière, mais que des intuitions ancestrales
ont été vérifiés par la science, puisqu'on sait aujourd'hui que 99,999% de notre corps, en fait, est un faux vide. En réalité, correspond à un champ énergétique. Et donc, chaque noyau, en fait, des atomes de notre corps est en fait 99,99999 de vide, comme l'univers d'ailleurs. Voilà, et donc cette distinction du coup entre l'esprit et la matière, entre le corps et l'esprit, eh bien, elle devient un petit peu caduque quand on se rend compte que nous sommes avant tout des champs vibratoires, des champs énergétiques, et c'est ce qui intéresse le thérapeute holistique, c'est aussi de ramener cette dimension, alors là pour le coup spirituelle, mais au sens scientifique, philosophique, dans le traitement de la personne, puisque je rappelle que le mot holistique, ça veut dire qui prend la globalité. Donc le thérapeute holistique, il prend en compte tout ce qui correspond, tout ce qui a été attribué au corps, la dimension physiologique, mais aussi l'émotionnel, mais aussi cette dimension qui est difficile à définir, mais que je dirais là, que je qualifierais d'énergétique. Et qu'on peut rapprocher à l'esprit. Et dans ce cas-là, comme on prend les choses dans la globalité, on ne peut pas laisser d'un côté l'esprit et de l'autre le corps. Il faut regarder chez ces deux entités qu'est-ce qui se passe pour comprendre pourquoi certaines personnes ont des blocages ou ont certaines difficultés. Voilà, exactement. C'est-à-dire que il a été vérifié au fur et à mesure qu'il y avait énormément de troubles physiques, par exemple, qui avaient une origine psychique. Donc, on a parlé de maladies psychosomatiques, par exemple. Somatique. Donc, vous êtes angoissé, vous êtes inquiet, vous avez mal au ventre, et en fait, il n'y a rien au niveau de l'intestin, mais vous avez des colites, etc. Donc, cette dimension psychosomatique, elle a été bien vérifiée. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu dans l'autre sens, parce que, par exemple, on sait que l'état, par exemple, de l'intestin a un véritable impact sur l'état du cerveau, qui va sécréter des hormones ou pas, enfin plus ou moins. Et donc il y a des découvertes scientifiques qui ne sont pas encore très vulgarisées, qui montrent que des pathologies dégénératives comme Alzheimer, Parkinson, etc. Eh bien, il y a une origine aussi au niveau de ce qu'on appelle le système entérique, c'est-à-dire le système digestif, qui est appelé aussi le deuxième cerveau et qui correspond en fait au premier cerveau. L'intestin grêle. Donc voilà, c'est ça. Et il y a donc cette connexion neuronale qu'on appelle le système parasympathique, qui est en fait le nerf vague, on l'appelle aussi comme ça. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que il y a eu toute une étape où on a compris que l'esprit agissait sur le corps, et en fait, on se rend compte aujourd'hui à quel point le corps agit aussi au niveau de ce qu'on qualifie être l'esprit, ce qu'on appelle l'esprit. Et pour schématiser ce que vous êtes en train de dire, si par exemple je vois que mon corps se déforme ou devient difforme, le corps qui représente la matière, il y a un impact sur mon esprit, c'est-à-dire que mon esprit va me donner l'image ou la représentation que j'ai de mon corps. Je dis qu'il est déformé, je dis qu'il est devenu mon corps un peu plus volumineux ou je suis devenu un peu plus mince. C'est l'esprit qui va me donner une image de la représentation que j'ai de mon corps, or que peut-être qu'il n'a pas vraiment il n'a pas vraiment changé, il est toujours resté de la même manière, enfin je fais toujours le même poids. L'image que vous venez de donner, l'exemple que vous venez de nous donner, c'est ça. Oui, c'est un des aspects, mais je dirais même que alors c'est vrai, j'avais prévu qu'on en parlera un petit peu plus tard, mais la façon je retourne aussi ce que vous dites là, aussi la façon dont je vais parler de moi-même, donc je vais penser ce corps, puisque en fait cette pensée-là, elle porte en elle, je dirais, une énergie, une certaine vibration de colère, de culpabilité, de tristesse, de malaise. Elle est liée aussi, cette pensée, à une émotion, et cette émotion-là, eh bien aussi, va aussi avoir un impact directement sur le corps.
Et pour prendre l'exemple du poids, par exemple, il y a des études qui ont montré que tant qu'on n'a pas changé l'image de soi-même, alors je prends l'exemple du poids, mais ça pourrait être de plein d'autres choses, tant qu'on n'a pas changé l'image de son corps aussi, parce qu'on peut s'habituer à des pathologies, on peut s'habituer à un état, eh bien c'est très beaucoup pratiqué en thérapie holistique, en sophrologie, en auto-hypnose, tout ça. On va amener la personne à changer l'image qu'elle a, la pensée qu'elle a de son corps. Et on sait que on peut faire le yo-yo comme ça, je parle du poids. C'est une des raisons. Ça peut être, et puis bien sûr il y aura des implications physiologiques, que finalement notre subconscient nous perçoit, enfin pense que nous sommes avec telle envergure. Et le corps va répondre à ça. Mais on constate aussi que dans certaines pathologies chroniques, inconsciemment, on peut être attaché en fait par habitude à un état d'être physiologique qui finalement, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, va devenir psychosomatique. Et alors bien sûr, on va plus loin, parce que pourquoi j'ai ces images-là, pourquoi j'ai ces formes pensées. Il y a tout un travail d'épuration pour pouvoir permettre de stabiliser un état psycho-émotionnel. D'où l'intérêt de les garder alignés. On parle du corps et de l'esprit ce soir avec Steve Thailamé, il est thérapeute holistique et agrégé en philosophie et en lettres. Il faut pouvoir les garder alignés, sinon il peut y avoir un risque de déconnexion, Steve Thailamé. Alors, dans un sens, on peut dire que si je reprends un petit peu ce que Spinoza disait, que c'est la même chose, le corps et l'esprit sont deux aspects d'une même réalité. Donc, dans un sens, ça n'aurait pas de sens de dire ça. Et pourtant, oui, il est possible, en fait, de développer en fait une façon d'être et une façon de vivre où on n'est pas dans le ressenti de l'esprit en soi, où on est en mode plus machine, plus mécanique, et où effectivement on va être plus dans une sorte de roue libre du corps qui ne va pas être régulé par ce que j'appellerais l'intelligence de l'esprit en nous, qui permet un équilibre non seulement émotionnel, mais aussi un équilibre mental et un équilibre physiologique. C'est l'esprit qui fait tout ça. C'est l'esprit qui fait tout ça, et c'est pour ça qu'on est quand même dans une période très intéressante, parce que on assiste à une véritable vulgarisation de la sophrologie, de la méditation pleine conscience, qui était très pour la méditation connectée justement spirituel religieux. Et aujourd'hui, on voit que ça rentre dans les écoles. La méditation pleine conscience, c'est vraiment une méditation de retour au corps et au contexte matériel, naturel autour. Donc être présent à soi-même, être présent à ce qu'il y a autour. En fait, toute cette vulgarisation-là et toutes les études scientifiques et les expériences aussi des personnes, en fait, c'est un aspect très positif de ce qui se passe dans notre société occidentale, où vraiment on prend conscience de cette importance de la reconnexion avec soi-même. Parce que quand on n'est pas connecté avec soi-même, avec cette dimension donc spirituelle, que j'appelle spirituelle adjectif d'esprit, il y a deux choses qui peuvent tourner en roue libre. Alors le premier, c'est vraiment le mental. Qui va être parce que le mental c'est une faculté intellectuelle, mais si elle n'est pas cette faculté régulée, on peut développer des formes pensées, des obsessions très négatives, très pessimistes, très lourdes, très tristes. Et puis l'émotionnel suit, donc toute la dimension émotionnelle aussi. Et finalement, il y a une perte de maîtrise. Et cette perte de maîtrise se retrouve aussi dans un état physiologique qui peut devenir chronique. Quand vous dites, quand on a dit tout à l'heure comment les garder alignés, c'est aussi comment les garder connectés, puisque vous venez de nous dire qu'il est important de le faire pour que le corps et l'esprit, qui selon
Spinoza, pardon, ce sont deux entités en une seule, puissent, j'ai cette image, puissent s'aider l'un l'autre, l'esprit qui aide le corps aussi qui l'aide, l'un accompagne l'autre presque. Oui, c'est ça. Dans le parcours de vie, dans les expériences de vie que chacun peut avoir. L'un sans l'autre, ça donne quoi? Ça donne quel résultat? Ça donne, je pourrais pas dire que ça donne rien, mais ça ne donne pas. Alors, c'est vrai que ça me fait penser ce que vous dites. Par exemple, il y a des personnes qui vont pratiquer, qui vont être dans une démarche donc qu'on appelle spirituelle, désincarnée, qui vont méditer, mais sans attention au corps. On peut pratiquer la méditation, je l'ai moi-même un petit peu faite, mais dans une forme de fuite du corps. Voilà, donc on va, ça correspond un petit peu à cette nostalgie de l'ailleurs, c'est très dualiste aussi, hein. Voilà, donc je m'élève au-dessus du corps et j'essaie de me relier à quelque chose de plus grand, bon, mais sans être présent au corps. Ben en fait, ça crée une sorte de déséquilibre parce que, eh bien, on n'est pas ancré dans sa vie. On n'est pas énergétiquement, on dit ça, on manque d'ancrage. Donc, ce sont souvent des personnes qui vont pas être présents au corps et qui vont pas cultiver justement une relation au corps. Il y a un peu cette tendance qui a pu être, et c'est pour ça que j'aime beaucoup la sophrologie et la méditation pleine conscience, puisque ce sont des formes de méditation et de retour à soi, mais dans le corps, quelque chose d'incarné. Et cette image de cette connexion au spirituel, mais de façon ancrée, incarnée, eh bien, permet d'éviter ça. Et puis, en l'opposé, eh bien, effectivement, ce serait, et bon, voilà, mon discours, il est très, très clair à ce niveau-là, ce seraient des personnes qui ne seraient pas conscientes, qui ne tiendraient pas compte de leur dimension spirituelle. C'est-à-dire, par exemple, le corps est là, mais pas l'esprit. Voilà. Et qui ne vivrait pas en étant dans cette conscience, par exemple, d'avoir des intuitions, d'avoir des ressentis énergétiques. La semaine dernière, il y a une dame qui a appelé pour parler de ses ressentis au contact de certaines personnes. Et en fait, je lui disais que ce n'est pas mystique, c'est tout le monde a ça, mais on en est plus ou moins conscient. Et en fait, ce que je dirais, c'est que se concevoir simplement comme un corps, donc sans sa dimension spirituelle, que j'appellerais énergétique et spirituelle, eh bien finalement c'est très limité. Et puis surtout, ça crée aussi des déséquilibres parce que ce que quand même, on a parlé de la physique quantique la semaine dernière, et tout ce qui est de l'ordre des recherches poussées, hein, qui sont pas encore très vulgarisées aujourd'hui. Tout ce que ça montre, c'est qu'on peut pas être dans un équilibre physique sans une conscience, sans une attention en fait à cette dimension énergétique, émotionnelle, psychique. Et donc, ça fait voilà des personnes qui se vivent elles-mêmes comme une machine. Et finalement, le corps, il a besoin aussi qu'on ait conscience de sa dimension spirituelle. Mais on le voit, il y a des formes de stigmates où il y a des... c'est visible quand un corps est inerte, c'est-à-dire que l'esprit n'est pas vivifié, l'esprit n'a pas de... n'a pas de nourriture. Est-ce que on remarque tout ça sur le corps? Alors, écoutez, physiquement, c'est un ensemble de symptômes. Hein. C'est ça. Oui. Physiquement, on peut voir une personne avachie, on peut voir qu'elle est triste, etc. Avachie ou très nerveuse, ou enfin ça peut être des personnes. Alors, c'est pas forcément avachie parce que par exemple, dans cette société, on est beaucoup invité à être dans l'action. Et précisément, on est formaté en fait pour ça. On va à l'école pour ça. Et le monde du travail peut créer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de burn-out à la trentaine, parce que beaucoup de personnes, de jeunes, vont se formater, vont entrer dans un moule et se vivre comme quelque part, comme devant être dans une action, mais sans savoir pourquoi en fait, sans être motivé, hein, au sens vraiment. On le fait par mimétisme, poussé, ému, oui, par conformisme, par mimétisme, et il n'y a pas de sens au fond.
Et on peut être dans une activité, dans une hyperactivité même dans sa vie, mais être en mode machine. En mode robot. C'est-à-dire qu'on fonctionne en mode robot, en mode mental. Donc voilà, on fait des études, on réussit. Et puis à un moment, c'est le cas de pas mal de personnes. C'est comme ça que vous retrouvez des gens qui ont fait normal sup de grandes écoles et qui se retrouvent après fermiers. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, ça a quel sens? Ça disjoncte, c'est ce que vous dites? Ça disjoncte, c'est ça? Alors ça peut disjoncter, effectivement. C'est-à-dire que quelqu'un jeune, je reprends cette image-là parce que c'est très courant, et je pourrais même dire que ce m'est plus ou moins arrivé, donc je sais de quoi je parle. En fait, il y a un moment, on se dit mais attends, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui touche mon cœur, pourquoi j'ai vraiment l'élan. Et en fait, ce sont des personnes qui, au bout d'un moment, se rendent compte qu'elles ont fonctionné à partir de mental, à partir de représentations. Elles ont obéi à des injonctions. Elles ont donc motivé le corps à agir, etc. Parfois, elles se sont négligées au niveau physique. Elles n'ont jamais pris le temps d'expérimenter vraiment ce que c'est que d'être vivant dans un corps, en fait, réellement. Et à un moment, oui, il y a une sorte de disjonction et ça peut s'appeler un burn-out ou une grosse dépression qui est en fait, pour un thérapeute holistique qui a quelqu'un comme ça, enfin moi ce que je dis aux gens, c'est une crise évolutive. C'est-à-dire qu'à un moment, votre corps vous dit stop. Tout ça au détriment de leurs valeurs et de leurs choix. C'est ça. Qu'est-ce que vous voulez dire par là Oui, elles ont fonctionné par mimétisme. Oui. Par rapport à par rapport à ce qu'on attend d'eux et à ce que la société aussi attend d'eux, mais au fond, ils n'ont pas eu le temps de pouvoir vivre leurs rêves, de pouvoir mettre en place leurs projets. Ils avaient certainement des valeurs, ils avaient certainement des choix qu'ils ont gardés enfouis parce que il y avait tellement, même plus loin. Il y a tellement d'injonctions, etc. que on est un peu submergé et on n'arrive pas à s'exprimer, on n'arrive pas non plus à s'ouvrir. Oui. Mais je dirais même que quand le formatage a très bien réussi, le jeune ne sait même pas de quoi il a envie. Il ne sait même pas quelles sont ses valeurs, il ne sait même pas quels sont ses désirs, il ne sait même pas ce qui lui plaît. Il y a des gens qui n'ont jamais vraiment pu expérimenter profondément ce que je pourrais appeler les aspirations de leurs âmes. Et c'est pour ça que pour certains d'entre eux, c'est très difficile, parce que quand ils se retrouvent en burn-out, alors je dirais que plus tôt ça arrive, mieux c'est. Si vous avez des enfants qui ont arrêté leurs études en plein et qui sont un petit peu perdus quelques mois, c'est pas grave en fait, parce que vaut mieux plus jeune que plus tard. Mais il y a des gens qui, effectivement, comme vous dites, avaient conscience et savent qu'ils ont fait taire. Et puis il y a des gens qui savent pas du tout, quoi. Et c'est une reconnexion qui s'impose là, et c'est aussi le travail. Donc là, ça se rapproche un petit peu du coaching, mais bon, toujours en thérapie. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Et parfois, c'est juste le ressenti. Moi, par exemple, avec les personnes que j'accompagne, il y a quelque chose de tout simple. Vous pensez, je sais pas, je dis n'importe quoi, acheter un bateau. Est-ce que c'est lourd? Comment vous sentez? Vous visualisez dans un bateau. Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? À l'opposé, vous voyez acheter, je ne sais pas, une maison. Est-ce que c'est lourd ou c'est léger? Des choses toutes bêtes. Ce ressenti de légèreté ou de lourdeur, d'expansion ou de malaise, à l'évocation psychique d'un choix, enfin de quelque chose. C'est une réponse du corps, mais de façon énergétique. Et ça s'appelle aussi être à l'écoute énergétiquement de son âme, de son esprit, de ce qu'on a envie. Et c'est pas un hasard si... Alors parfois c'est, la personne ferme les yeux et ça va être lumineux ou plus obscur. Parfois c'est vraiment des malaises physiques ou de la légèreté. Et en fait ça passe par le corps. Et donc, ce genre de choses toutes simples, qui sont toutes simples en réalité, mais que on n'a pas tous, parce que justement, on n'a pas appris à écouter son âme dans son corps, je dirais. Et ça prend au bout d'un certain moment, et c'est nécessaire après un formatage où finalement on a tout verrouillé pour obéir à des injonctions sans même savoir qu'on le faisait, quoi.
Donc le corps permet de rendre perceptible ce que l'esprit pense. Tout à fait. Ou émet, enfin je dis pense, mais ça peut être émet aussi. Émet. Et alors, il y a un exemple, alors là c'est vraiment flagrant, c'est les hormones. C'est toutes les glandes endocrines. C'est vraiment avec les hormones que c'est le plus clair. Et surtout que je dirais que c'est le plus commun, on le sait. Il y a un cercle vertueux ou un cercle vicieux avec les hormones. C'est-à-dire que vous êtes particulièrement stressé, vous ne prenez jamais de temps vraiment pour vous pour poser, pour vous connecter à la nature, connecter à vous-même. Donc voilà, ça crée une très forte production de cortisol. Et puis à l'opposé, moins de sérotonine, moins d'oxytocine, etc. Et donc votre corps, avec les hormones qu'il produit en grande quantité ou qu'il ne produit pas, il obéit, il vous montre. Il montre dans quel état psychique vous êtes, psycho-émotionnel. Mais ce qui est intéressant, c'est que plus vous êtes stressé et que et plus votre corps s'habitue, parce que ça aussi c'est intéressant, le corps s'habitue à sécréter plus de cortisol et moins de sérotonine, de mélatonine, et bien plus vous êtes stressé. Et donc il y a un moment où, quand on commence à faire un travail sur soi, eh bien, en fait, c'est vraiment, on n'en a pas conscience, puisque on va pas mesurer son taux hormonal, mais c'est vraiment une rééducation du corps qui s'opère. Et comment je vais habituer mon corps à générer plus de sérotonine et plus d'oxytocine? Eh bien, c'est non seulement des petits choix de vie, par exemple, me dire, je ne vais plus me lever de mon lit le matin comme ça, à la va-vite, je vais prendre le temps, par exemple, des choses qui ont l'air toutes bêtes comme ça, mais de remercier, de sentir mon corps, de me parler même à mon corps. Mais tout ça, dans l'exemple que vous donnez, pour peu que lorsqu'on a réfléchi sur ce qui nous fait du bien, on va faire tel ou tel choix. Oui. C'est ça. Savoir, quand je me réveille le matin, je continue sur l'exemple, je poursuis sur cet exemple, je me réveille le matin, je sais que en ayant une respiration convenable, ça me permet de relâcher les muscles, ça me permet de relâcher mon corps avant de pouvoir me lever du lit. Quand je remercie tel ou tel, on va dire Dieu ou univers, etc. Quand je suis dans la gratitude, ça me fait du bien aussi. Voilà, la vie. Enfin, j'ai donné plusieurs exemples. Quand je sais pas, je peux aussi allumer ma bougie le matin parce que voilà, cette petite lumière ou cette odeur ou l'encens, etc. Donc c'est rituel, voilà, c'est ça, ces rituels que l'on a bien choisi, que l'on a bien ciblé parce qu'on sait qu'à ce moment-là, ça nous fait du bien. Donc c'est ça. Pour peu qu'on soit à l'écoute de notre corps. C'est ça. Et pourquoi j'ai pris l'exemple du matin, c'est que au matin, dans ce moment entre le sommeil et la veille, c'est un moment où je peux rééduquer mon cerveau. Si je commence la matinée, si je prends l'habitude, par exemple, que tous les matins, je vais faire sécréter par mon cerveau des hormones positives en me focalisant sur la joie de m'être réveillé, d'être dans ce corps, d'avoir une maison, de voir les rayons de soleil à travers la fenêtre, des choses comme ça. C'est vraiment une rééducation, non seulement psychique, mais aussi physique. Parce que ce que j'aurais pris l'habitude de faire sécréter par mon cerveau dès le matin et le soir, par exemple, mais ça peut être à d'autres moments de la journée aussi, eh bien, c'est vraiment une rééducation du corps, un apprentissage du corps aussi, mais c'est aussi le fait que de m'habituer à développer, à nourrir des pensées, un esprit positif, il s'agit pas de se mentir, que des choses qui vont pas, on les voit, mais par contre, je choisis de me focaliser sur ce qu'il y a de positif. Et ça a des effets physiologiques. Et ça demande vraiment une rééducation parce que le corps, il prend l'habitude, en fait, de fonctionner en roue libre, de la même manière que le mental,
et donc ce que j'appelle le corps émotionnel. Et c'est vraiment une compréhension en fait qui doit prendre place petit à petit, qu'en fait non, ce n'est pas un hasard si je vais développer telle ou telle petite pathologie chronique ou tel malaise. Non, il y a vraiment ce que mon corps me montre au final, c'est des choses qui ont des origines beaucoup plus profondes et qui sont de l'ordre du psychique et de l'émotionnel. 20h40 sur Martinique la première. Steve Taïlamé est avec nous ce soir, second volet sur le corps et l'esprit. Et dans ce que vous avez pu dire depuis le début de notre émission ce soir, toutes celles et ceux qui nous écoutent arrivent un peu peut-être à mieux cerner comment fonctionne l'un et l'autre pour envisager la suite. Ce sont des pistes que l'on donne dans nos émissions. Arriver à comprendre comment on doit gérer notre corps, comment on doit gérer aussi notre spirituel, notre esprit, pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre. C'est la meilleure des choses, mais ce n'est pas facile à chaque fois de pouvoir le faire. L'esprit agit sur le corps aussi agit sur l'esprit, et il faut quelquefois en prendre conscience en étant à l'écoute de son corps, en regardant aussi, en observant comment il change ce corps, et puis l'impact que l'esprit a sur notre corps, puisqu'on remarque, et vous avez donné un certain nombre d'exemples, quand il y a déséquilibre, il y a une forme de mimétisme, on réagit de façon mécanique, on réagit de façon robotisée, et ça ne représente pas certainement la personne qui est dans cette situation. Elle a des valeurs, elle a des désirs, elle a envie de pouvoir exprimer ses choix, elle a envie presque de sortir de ce corps d'ailleurs. Vivante, comment Je dirais d'être vivante. Oui, c'est ça. Cette personne, elle a envie d'être vivante. Mm-hmm. Et oui. Et en fait, je voulais rebondir. J'espère que nos auditeurs aiment bien mes allusions aussi philosophiques. Mais quand vous avez parlé du désir, c'est vraiment intéressant parce que c'est au cœur de la philosophie de Spinoza, dont on a parlé la semaine dernière, vraiment qui pose vraiment cette unité, en tout cas cette identité quasiment du corps et de l'esprit. Et en fait, c'est le philosophe de la joie. Et parce que pour lui, vraiment, la joie, c'est lié à ce qu'il appelle le conatus, c'est-à-dire cette chose naturelle que tout être vivant a, une plante, un animal et le corps humain, cette volonté en fait de la nature, de la matière qui est unie en fait à l'esprit, de se perpétuer dans son être, c'est-à-dire d'accroître en puissance, en dynamique. Et pour lui, en fait, il y a un couple, c'est joie et tristesse. Et il dit qu'en fait, nous sommes constamment dans ce balancier entre la joie et la tristesse. Alors, bien sûr, il y a toutes les composantes de la joie, on pourrait énumérer plusieurs degrés, et pareil pour la tristesse. Et en fait, figurez-vous qu'il y a un neurologue qui a écrit un livre, Antonio Damasio. Ce livre, il s'appelle Spinoza avait raison. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'en fait, il fait le lien entre la philosophie de Spinoza, cette éthique de la joie, et en fait, il fait le lien entre la joie et le désir. Il fait le lien entre la joie et le désir. C'est-à-dire que la joie, c'est ce qui va nous permettre de rester vivants, et donc d'avoir de l'élan, non seulement au niveau psychique, mais au niveau physique. Et en fait, ce neurologue, il fait le lien entre ce que Spinoza appelle le conatus, cet élan naturel, et ce que les médecins appellent aujourd'hui l'homéostasie. L'homéostasie, c'est cette idée que nous avons naturellement, notre organisme, comme tout organisme, a naturellement une tendance à maintenir ses fonctions physiologiques de façon régulée et équilibrée. C'est naturel en fait. Mais en fait, nous faisons violence en fait à cette nature. Et je reviens un petit peu sur les choses sociales, etc. Et ça me fait penser j'ai oublié son nom, mais un psychologue qui a écrit un livre sur la dépression infantile précoce. Et il explique qu'en fait, l'éducation, selon comment c'est fait évidemment, coupe l'élan vital chez l'enfant
Et on retrouve des adultes après qui savent plus ressentir la joie, qui ne savent pas, parce que justement, ils n'ont pas été habitués à ce que soit valorisé tout ce qui va sécréter chez eux de la sérotonine, de l'oxytocine, et on revient aux hormones et tout ça. Et on en revient aux hormones. Les hormones du bonheur. C'est pour ça que je dis que la joie, en fait, c'est une décision. La joie, c'est Spinoza montre bien qu'en fait, c'est vraiment une volonté. En fait, finalement, décider d'être joyeux, même quand voilà, on est confiné, tout ça. C'est-à-dire, Spinoza, il met la joie au sommet, c'est ça? Il se dit que la joie, c'est l'essence de tout, c'est ce qui apportera au corps, voire même au cœur aussi. On doit en parler ce soir. Hein, quand on parle du corps et de l'esprit, est-ce qu'il n'y a pas une troisième donnée? Est-ce qu'il n'y a pas une troisième entité, le cœur, qui dirige tout ça, qui mène tout ça, qui est le capitaine du bateau, entre guillemets. La joie serait au-dessus de tout et qui permettrait à l'esprit et au corps de rester vivant, de rester ancré, de rayonner aussi. Hein, j'en parlais au début de l'émission. Oui, c'est ça, de rayonner. En fait, je dirais que la joie, elle est à la fois au-dessus de tout et en deçà de tout. En fait, la joie, c'est l'énergie même de la vie. Et donc, c'est le moteur. Mais par contre, alors il en parle aussi, c'est ça qui fait vraiment de Spinoza un visionnaire, vraiment, c'est exceptionnel, hein, comme beaucoup de philosophes en fait. Mais ce qu'il montre, c'est quand même on a quand même une forme de déterminisme par notre corps, à cause de toutes les humeurs, à cause de toutes les passions, enfin toutes ces émotions. Qui vont peut-être parfois justement nous entraîner vers la tristesse ou vers des dépendances, et qui vont faire que justement on ne va plus ressentir cette joie. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand vous disiez ça, on ne ressent plus qu'on est vivant en fait. Donc il faut la maintenir. Et c'est là qu'on est en mode machine. Il faut la maintenir, cette joie. C'est comme une forme de nourriture, d'énergie aussi, de nourriture qu'on donnerait à notre corps et à notre esprit pour continuer. C'est ça. Alors, allez-y. Oui, c'est ça. Et alors, il y a deux choses dans ce que vous dites qui m'amènent à dire quelque chose à nos auditeurs. C'est aussi que Spinoza, quand même, et en fait là, il rejoint non seulement les thérapies holistiques, etc. Il s'agit pas de mettre le couvercle sur tout ce qui est soi-disant négatif. Vous voyez, par exemple, la colère, ce n'est pas de la tristesse. Pour Spinoza, l'énergie de la colère serait plus dans l'énergie de la joie. En fait, la tristesse, c'est tout ce qui est inerte. Donc, le découragement, la vision négative, l'amertume, la rancœur, ça, c'est plus la tristesse. C'est tout ce qui rend inactif. Mais, par exemple, une énergie de la colère, par exemple, pour reprendre un petit peu l'exemple de ce que j'ai énoncé tout à l'heure, je suis dans un travail où vraiment là, ça devient insupportable, ou dans une situation de vie qui devient insupportable, ça fait partie de l'énergie de la joie que d'accepter d'accueillir cette colère, et par contre, de lui donner une forme, même si au début, je pète un câble carrément, mais à un moment, je vais transmuter cette colère en des pouvoirs de décision, une puissance, un empuissancement, comme on dit, pour reprendre une expression en anglais, qui va me permettre que à partir de cette colère, il y a une énergie d'élan dans ma vie, et c'est la joie. Et ce que je veux dire aussi, c'est que en fait, cultiver la joie, ça ne veut pas dire ne pas aller regarder justement tout ce qui s'oppose à la joie. Et c'est ça tout l'intérêt d'une thérapie, alors d'une psychothérapie déjà, d'une psychanalyse, ou d'un travail aussi en thérapie brèche avec un thérapeute holistique, c'est que non, on va aller voir qu'est-ce qui empêche ta joie. Est-ce que ce sont et il y a tout un panel de choses. Donc il ne s'agit pas de devenir d'être dans le déni, parce que justement, si vraiment je n'arrive pas à être en joie et à justement être dans cette connexion spirituelle avec moi-même, c'est qu'il y a des blocages, des choses qui vont d'ailleurs se matérialiser dans mon corps, qu'il faut que j'aille regarder pour qu'elles sortent de mon inconscient
parce que Spinoza aussi parle beaucoup de l'inconscient du corps, il n'appelle pas ça comme ça, mais c'est ça, et qui empêche cette joie de rayonner, qui empêche cette vie de rayonner, alors, qui empêche l'esprit. Pour revenir un petit peu à ce que vous disiez par rapport à la colère, il met la joie qui a une énergie quand même très forte, très puissante, une énergie qui explose au même moment que la colère, parce que la colère aussi déploie beaucoup d'énergie. C'est pour ça que Spinoza fait le parallèle ou met complètement la colère au même niveau que la joie. Vous voyez, par exemple, là, l'image qui me vient, c'est que vous voyez dans la nature, je reste un peu dans... Mais un arbre qui se bat pour pousser à travers la rocaille, etc., il y a pour Spinoza, il y a une volonté de l'esprit, quoi. La vie va pas se laisser abattre. Et la nature, il y a vraiment cette image. La vie se laisse pas abattre ou la vie, c'est la vie? La vie, c'est la vie, et elle est une force. Et vraiment, c'est une image qui me vient, c'est-à-dire que la nature nous montre qu'il y a cette force, et parfois dans nos vies, ça peut passer par accueillir et reconnaître que je suis en colère face à certaines situations passées ou présentes. Et c'est cette reconnaissance-là qui va me permettre de débloquer la joie, c'est-à-dire de me permettre de croire que je peux changer les choses. Et en fait, par exemple, des personnes qui sont profondément dépressives, la plupart, ce sont des gens qui ne s'autorisent pas à être en colère. Donc, elles vont plutôt sombrer dans la tristesse et dans l'apathie, alors que ça me revient, ce qui me vient, c'est que parfois ce sont des personnes qu'on n'a jamais autorisées à exprimer la colère, c'est-à-dire parfois juste le désaccord ou un désir autre que ce qui est proposé, et donc une réaction saine de non. Et donc ce sont des personnes qui vont être plus dans la tristesse de la dépression que dans l'énergie, dans la niaque de quelqu'un qui va dire non, là je change ça, et puis voilà, c'est fini, et puis j'avance. Et donc, oui, il y a cette notion d'énergie, effectivement. J'aimerais qu'on puisse continuer déjà 20h52 sur cette antenne de Martinique. La première, nous parlons du corps et de l'esprit avec Steve Tailami, thérapeute holistique, agrégé en philosophie et en lettres. Qu'est-ce qu'on pourrait donner à notre corps et à notre esprit pour les garder en équilibre, alignés? Une forme de nourriture, une forme de quoi? Comment vous pourriez nous décrire ce qui serait bon pour notre esprit et notre corps? Bon, alors c'est vraiment un vaste sujet. Quelques exemples, quelques exemples. On pourra pas tout citer. Déjà, par rapport à cet alignement, je dirais que c'est, quelle que soit la forme que ça prend, mais des moments de retour sur soi. Alors, c'est pas forcément facile quand on n'a pas l'habitude, mais déjà, la nourriture du corps, c'est pas seulement ce que je mange. Alors, bien sûr, pas seulement le côté solide. C'est pas ça. Voilà. Alors, c'est sûr qu'il y a un impact entre si je mange plutôt de l'industriel avec plein de perturbateurs endocriniens, on a vu l'importance des hormones, etc. C'est sûr que je vais avoir même plus de mal à me recentrer sur moi-même. C'est évident. Les méditants savent, les gens qui méditent savent que c'est lié. La façon dont ils mangent, dont ils se nourrissent, facilite ou ne facilite pas la capacité de centrage dans le cœur et la capacité à méditer, par exemple, quelle que soit la forme que cette méditation prend. Mais par exemple, si je vais marcher dans la nature, même si en ce moment c'est à 1 kilomètre de chez moi, mais que je suis en conscience, dans cette alors je reviens sur Spinoza, dans cette conscience que voilà, les arbres, c'est une énergie vitale. Que quand je suis dans tel parc, dans tel jardin, dans même mon jardin ou dans telle forêt, je suis en présence d'une énergie. Et ça aussi, la science le démontre maintenant. Il y a des livres formidables sur les arbres, la vie secrète des arbres, où on voit même que notre corps réagit au niveau hormonal. Ça veut dire que quand je vais faire une marche et que je ne marche pas
simplement comme ça en pensant à mes factures, etc., mais que j'essaie d'être présent. Et dans cette conscience que mon corps, mes corps, puisque j'avais parlé un petit peu des corps émotionnels, etc., se nourrissent aussi de ce qu'il y a autour de moi, bah déjà là, il y a quelque chose qui crée nécessairement un alignement corps-esprit. Alors je dirais que une des choses importantes, ce serait peut-être, si je peux donner un conseil vite fait à nos auditeurs, ce serait de faire les choses en conscience. C'est-à-dire être présent. La dernière fois, j'avais énuméré les différents sens qu'on peut donner au mot esprit, j'avais mis conscient. Ben même, ce que je le fais en étant présent. On se rend compte que ce qui fait qu'on fonctionne en machine, en mode machine, c'est qu'on n'est pas présent à ce qu'on fait. C'est-à-dire que je sors du travail, je conduis et je sais même pas comment je suis arrivé chez moi. Parce que je pensais à autre chose, à ma journée, à demain, à la soirée, etc. Eh ben, c'est tout un exercice de retour à toi et de conscience que d'être en conscience. C'est-à-dire et ça, c'est une forme de méditation. Rien que ça, c'est une forme de méditation. Alors, Après, bien sûr. Ce que vous pourriez, on va juste faire un résumé de ce que vous, les recommandations que vous pourriez donner ce soir aux auditeurs, aux auditrices, c'est une nourriture saine, vous l'avez dit, c'est quelques exemples, la méditation par exemple, et vous avez parlé de la marche, de la marche aussi, qui nous reconnecte. Oui, la marche en conscience. En conscience, la marche en conscience qui nous reconnecte à notre environnement, à la nature, cette nature qui nous enchante tant. Avant de finir, je regarde l'heure. Steve Taïlamé, vous allez revenir très bientôt sur l'antenne de Martinique. Le prochain rendez-vous, ce sera le 5 octobre et on parlera de l'intuition à partir de 20h. En quelques mots presque, je crois qu'on sera obligé de conclure. Puisqu'en deuxième partie, nous avons un rendez-vous autour de la sexualité ce soir avec Marie-Laure Taïlamé. Vraiment, en mes derniers mots. Dernier mot, je voulais qu'on parle du cœur, mais on n'a pas le temps de pouvoir développer. On va parler du cœur quand on va parler des intuitions. Voilà, très bien. Ça c'est bien dit. Quels seraient les derniers mots à nos auditeurs et auditrices de Martinique, la première qui nous écoute ce soir, vraiment en quelques mots, Steve. En quelques mots, en quelques phrases. Vraiment, quelques mots. Écoutez, c'est quelque chose dont on n'a pas encore parlé et je vais inviter nos auditeurs à faire quelques recherches parce que c'est vraiment un élément très important, c'est l'épigénétique. Je vais juste dire qu'en fait là, et ça encore, ça fait partie des choses qui ne sont pas vulgarisées, je ne vais pas développer puisqu'on n'a pas le temps, mais l'épigénétique montre très clairement à quel point nos formes pensées, la façon dont nous pensons et les émotions que nous cultivons a un impact direct. Et là, c'est fort au niveau même de l'ADN, au niveau des gènes. C'est-à-dire qu'en fait, l'épigénétique, on a longtemps cru que on était génétiquement figé, et en fait, on se rend compte aujourd'hui que, il y a capacité de moduler notre patrimoine génétique. Donc, au niveau corporel, mais psychocorporel aussi, puisque je veux pas développer, par la façon dont nous pensons, dont nous vivons nos émotions et les émotions que nous cultivons. Donc, je pourrais pas développer, mais j'aimerais inviter nos auditeurs à taper épigénétique sur Internet. Il y a des vidéos sur YouTube et ça développera un petit peu plus ce que nous avons dit ce soir. Voilà pour le corps et l'esprit, à les garder alignés. Vous savez maintenant quoi faire pour entretenir ces. Je peux ajouter quelque chose. Oui. Excusez-moi, mais je pourrais aussi inviter à lire Le pouvoir du moment présent, d'Eckhart Tolle. Le pouvoir du moment présent aussi. Qui est en écho à ce que je disais par rapport au fait d'être en conscience, de vivre les choses en conscience.
J'espère que ce soir... Non, mais non, c'est pas grave. Au contraire, c'est vrai que de donner des sources bibliographiques ou des ouvrages à lire peuvent venir compléter toutes les émissions que l'on vous propose le soir entre 20h et 22h sur Martinique la Première dans Drive Back. Merci beaucoup, encore une fois, Steve Tailamé, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes thérapeute holistique, agrégé en philosophie et en lettres. La prochaine date, vous serez encore parmi nous pour nos auditeurs et auditrices. Ce sera sur l'intuition, le mardi 5 octobre. Et je pense que le rendez-vous est noté sur les agendas.